Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui c'est la rubiole. Donc on commence par la définition. La rubiole est une maladie virale, éruptive, contagieuse, immunisante. C'est-à-dire si tu fais la rubiole une fois dans la vie, ça suffit pour l'immunité. Le plus souvent bénigne, voire inapparente. Donc l'intérêt de la question, euh, c'est une maladie bénigne, atteint généralement en deuxième enfance. Son pouvoir tératogène fait toute la gravité de la maladie. La maladie redoutable chez la femme enceinte, surtout au premier trimestre. Donc, parce que la maladie est beaucoup plus grave, c'est à l'atteindre la femme enceinte durant la première trimestre parce qu'elle a un effet tératogène. Donc, l'agent causal. Le virus est ARN appartenant à la famille de Togaviridae, genre Ribivirus. Le réservoir est exclusivement humain. Donc, soit dans un rubiole accuse, dont la rubiole accuse va donner des formes inapparentes 50%, ou bien patentes, ou bien la rubiole congénitale chez le nouveau-né. Dans ce cas, il est très contagieux pour l'entourage car excrétant le virus pendant plusieurs mois, voire 6 mois. Donc, la transmission soit directe, soit transplacentaire. Directe par voie aérienne, qui donne la rubiole acquise, transplacentaire donne la rubiole congénitale. Donc, la période de la contagiosité s'étend approximativement d'une semaine avant à une semaine après l'éruption. Donc, une semaine avant l'éruption, une semaine après l'éruption. Ça, c'est la période de contagiosité. Beaucoup plus dans la rubiole accuse. Mais dans la rubiole congénitale, ça peut atteindre plusieurs mois de contagiosité. Donc, pour la répartition géographique, dans les pays développés, l'épidémiologie de la rubiole a été modifiée par la généralisation de la vaccination chez l'enfant. Dans les pays où la vaccination n'est pas encore appliquée, la maladie sévit en état endémique avec des poussées épidémiques survient au printemps et évoluant de façon cyclique. En Algérie, le nouveau calendrier vaccinal publié en juillet 2015 comprend la rubiole, les orients et la rougeole. Oh. Donc pour la clinique, on a deux formes. Soit la rubiole accuse, soit la rubiole congénitale. La rubiole accuse est toujours bénigne, alors que la rubiole congénitale est un peu grave avec l'effet tératogène du nouveau-né. Donc on commence par la rubiole accuse. La forme habituelle. La rubiole est asymptomatique dans 50% des cas. Après une incubation qui est silencieuse entre 14 et 21 jours, survient la phase d'invasion brève entre 1 et 2 jours, c'est tout, associée à malaise général, fièvre, arthromyalgie et adénopathie. Dans la phase d'état, on a l'exanthème. L'exanthème de la rubiole, ce sont des macules débutant au niveau du visage, puis s'étend en moins de 24 heures au niveau du tronc et du membre en respectant les aires palmoplantaires, le cuir chevelu, les creux axillaires et les popliteaux et il n'est jamais prurigineux. Donc, dans le premier jour, on a des éruptions morbilliformes. Qu'est-ce que ça veut dire morbilliforme? C'est-à-dire éruption avec espace de poussin. Deuxième jour, c'est éruption scarlatiforme. Scarlatiforme, c'est-à-dire éruption vraiment qui est généralisée. Il n'y a pas de poussin. C'est totalement rouge, voire rose. Totalement. Toute la peau de la même couleur. Confluente. Le troisième jour, disparition. L'éruption disparaît sans séquelles avec des squamations fines. Parfois, voire très rarement, il existe une antenne discrète. Ce sont des taches purpuriques sur le voile du palais.
On observe aussi les céphalées, la toux et le conjonctivite. Ce qui est caractéristique aussi dans la rubéole, c'est l'adénopathie, qui sont petites et indolores, siégeant rétro-auriculaire, cervicale postérieure et sous-occipitale. Ce sont les trois sites d'adénopathie: rétro-auriculaire, auriculaire, cervicale postérieure et sous-occipitale. La fièvre modérée et disparaît dès le premier jour de l'éruption, parfois splénomégalie. Donc, ce qui est retenu, c'est l'exanthème et l'adénopathie. Dans l'exanthème qui est débuté par le visage, puis le tronc des membres, et les adénopathies siégeant rétro-auriculaire, cervicale postérieure et sous-occipitale. Ça, c'est l'aspect de l'éruption, morbidiforme, rosé. Pour les autres formes cliniques, on a des formes inapparentes, on a des formes compliquées. Les complications, on a soit les arthrites, soit purpura thrombopénique, soit méningoencéphalite, qui sont vraiment des complications rares. Pour les arthralgies et les arthrites, elles s'observent surtout chez la femme adulte, à l'apparition lors de l'éruption, c'est-à-dire deuxième jour. Toutes les articulations peuvent être atteintes, mais plus particulièrement les petites et les moyennes articulations comme intraphalangiens, le poignet, le genou. Donc l'évolution est favorable en 3 à 4 jours, mais elles peuvent persister un mois. Pour purpura thrombopénique, aussi rare, et il touche le plus souvent l'enfant. L'évolution favorable disparaît en 2 à 4 semaines, parfois moins, sous l'effet de corticothérapie. Pour la méningoencéphalite, aussi rare, survient plus fréquemment chez l'adulte. Les symptômes disparaissent en général dans un délai de 1 à 3 semaines sans séquelles, dans 80% des cas, mais la mortalité peut atteindre jusqu'à 20% des cas. Donc, c'est ça les complications: les arthralgies, purpura thrombopénique et méningoencéphalite. Ça, c'est pour la rubéole acquise. Pour la rubéole congénitale, donc le risque d'atteinte fœtale dépend du moment de survient de l'infection par rapport à l'âge de grossesse. C'est-à-dire, l'atteinte est d'autant plus grave l'âge de grossesse est plus précoce. Donc, la gravité est beaucoup plus liée dans le premier trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme gravité? Premièrement, l'avortement lorsque la rubéole est acquise avant la deuxième semaine de la gestion. Pour deuxième complication, c'est le syndrome de Greg. C'est le syndrome de malformation. Polymalformation plutôt, c'est l'atteinte de l'embryon durant le premier trimestre. Diverses manifestations peuvent être observées, soit atteinte oculaire manifestée par cataracte, microphthalmie, glaucome, opacité cornéenne, soit malformation cardiovasculaire manifestée par cardiopathie congénitale cyanogène. C'est le cas les cardiopathies congénitales cyanogènes, d'où le risque d'endocardite, de faire endocardite par la suite. Atteinte auditive, surdité à l'origine de troubles de langage. Bien sûr, si on a surdité, on a un trouble de langage. Atteinte dentaire agénisée de certaines dents, lésions nerveuses, des microcéphalées ou bien retard psychomoteur. Pour la rubéole congénitale évolutive correspondant à l'infection virale chronique généralisée, c'est-à-dire le nouveau-né ici est très contagieux pendant 6 mois et parfois 12 mois. Elle est généralement associée à des malformations constantes dès la naissance. Elle entraîne des lésions pluriviscérales, retard staturopondéral, hépatomégalie, splénomégalie, hépatite, anémie hémolytique, lésions osseuses, polyadénopathie, méningoencéphalite, myocardite, pneumopathie. Et ici, le pronostic est sombre et la mortalité élevée. Donc, c'est ça pour la rubéole congénitale. Et est beaucoup plus grave lorsque l'âge de grossesse est précoce. Le risque, c'est soit l'avortement, soit le syndrome malformatif. Pour aussi la rubéole congénitale évolutive, on a beaucoup de malformations et le pronostic ici est sombre. Donc, on passe maintenant à la diagnostic positif. Donc, la FANAS, on trouve comme toutes les infections virales une leuconotropénie.
Pour la sérologie, on fait soit inhibition de l'hématogglutination ou bien l'ELISA. Le diagnostic de certitude rapporté sur deux choses. Soit on trouve l'IgM, soit on trouve la séroconversion. Donc le diagnostic de certitude de la primo-infection est beaucoup plus apporté sur la séroconversion, c'est-à-dire plutôt parce que l'IgM n'est pas spécifique de la primo-infection. Elle peut être d'autres infections virales ou bien réactivation. D'accord? Donc, pour poser le diagnostic, il nous faut deux prélèvements à 10 à 15 jours d'intervalle et exiger la multiplication de taux des anticorps x4. Et il faut que les deux sérums traités dans le même laboratoire. Ici, on va détailler un peu qu'est-ce que ça veut dire cette séroconversion ou l'IgM positive. Donc, on a quatre situations. Donc, si on a l'IgM négatif et l'IgG aussi négatif, c'est-à-dire, il n'y a pas d'infection rubéole et la patiente non immunisante. Il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas d'infection rubéole. D'accord? Maintenant, si on a l'IgG positif et l'IgM négatif, ça, il y a pas de la rubéole parce que l'IgM est négatif. D'accord? Il n'y a pas de l'infection. Mais l'IgG positif, c'est-à-dire il y a une immunité ancienne. D'accord? Pour l'IgM positif et l'IgG négatif, ça c'est la primo-infection. Donc, on doit ici faire un deuxième prélèvement et par la suite, on trouve les IgG positifs aussi. Ça, dans la quatrième situation, si on a. Dans la troisième situation, ça c'est la séroconversion. Par exemple, si on a fait un premier prélèvement, on trouve que les deux négatifs. Et ici, on trouve l'IgM devenu positif. Ça, c'est la séroconversion. D'accord? La quatrième situation, les deux sont positifs. Soit c'est une primo-infection probable, soit rarement il y a stimulation non spécifique d'IgM lors d'une autre infection virale, comme l'EBV, cytomégalovirus, etc. J'espère que les choses sont claires dans cette histoire. Toujours, c'est l'IgM positif, c'est la primo-infection. Ou bien si on a séroconversion. Pour le diagnostic différentiel, pour l'exanthème, on a plusieurs des maladies, surtout virales, qui donnent l'exanthème comme Scarlatingia, Streptocoque B, la rubéole, la rougeole, mononucléose infectieuse du EBV, toxo, etc. Pour les adénopathies, on a aussi le mononucléose infectieuse, cytomégalovirus, le VIH, mycobactéries, syphilis, toxo, leishmaniose, etc. Pour le diagnostic différentiel se fait beaucoup plus entre la rougeole, la rubéole, la rougeole. La différence, c'est que dans la rougeole, on a le signe pathognomonique, c'est le signe de Koplik. On doit rechercher. Et aussi pour l'éruption dans la rougeole commence rétro-auriculaire, c'est-à-dire au niveau du cheveu, puis descendre. Dans la rubéole, on a des adénopathies. D'accord? Et pour l'éruption, commence au niveau du visage, puis descendre. Et l'éruption de la rubéole, elle a un aspect rosé. Ok? C'est ça, beaucoup plus. Donc, la rubéole, les adénopathies. L'éruption commence au niveau du visage, puis descendre. La rougeole, on a les taches de Koplik. L'éruption commence rétro-auriculaire et descendre. On a aussi d'autres éruptions comme la rhosiole infantile due à l'herpès type 6. Ici, l'éruption commence au niveau du cou, puis de trompe, puis le visage et le membre. Pour le traitement est symptomatique comme la plupart des infections virales. Donc la prévention collective par l'éviction, individuelle par la vaccination. Ici, la conduite à tenir devant la femme enceinte. Donc, si on a une éruption chez la femme enceinte,
elle doit faire sa sérologie. Donc, si la sérologie IgG est négative, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la malade non immunisée. Non immunisée, donc elle doit faire d'autres prélèvements à 15 jours d'intervalle. S'il est négatif, donc c'est pas la rébiole et la malade est non immunisée. D'accord? Si positif, c'est la primo-infection de la rébiole. D'accord? Et ici, on doit injecter les immunoglobulines. Si la sérologie IgG est positive, on voit l'IgM toujours. Ici, on voit l'IgM. S'il est négatif, c'est une immunité ancienne. Mais s'il est positif, c'est la primo-infection. D'accord? Maintenant, si la malade a là une notion de comptage, donc on fait des prélèvements avant 15 jours. Donc si le résultat positif, c'est l'immunité ancienne, si les négatifs, on refait le prélèvement après 15 jours. Et les négatifs, donc non contaminés et non protégés, positifs, c'est la rébiole évolutive. Donc la conduite à tenir devant femme enceinte contaminée, c'est les immunoglobulines spécifiques de injection à 48 heures d'intervalle. Ok. Maintenant, un petit résumé sur la rubiole. Donc, le virus, c'est la rubavirus de famille Togavirus. L'incubation entre 14 et 21 jours. Pour les pays qui sont recommandés par la vaccination, elle survient dans la saison d'hiver ou bien printemps. Beaucoup plus chez les nourrissons et les adolescents. La contagiosité pour la rubiole acquise entre 7 jours avant l'éruption, 7 jours après l'éruption. Pour la rubiole congénitale, c'est plusieurs mois. Il faut éviction scolaire une semaine après l'éruption, c'est-à-dire la période de contagiosité. Donc, gardez toujours que pas de fièvre. L'adénopathie, surtout sous occipitale rétrooculaire, il y a parfois des arthralgies. Des conjonctives normales, ce qui fait aussi la différence entre la rougeole. On trouve dans la rougeole le catarrhe oculaire, la conjonctivite. Aussi, dans la rougeole, on a aussi le catarrhe respiratoire, la toux, la dysphonie. Ici, le risque, c'est l'effet tératogène. D'accord? Pour l'évolution, la guérison est rapide dans les formes acquises. Les complications rares comme l'encéphalite, purpura, anémie, myocardite. Facteur de risque, c'est le grossesse par le risque embryo-fœtal. Donc, les caractéristiques de l'éruption, comme on a déjà cité, que l'éruption non prurigineuse au niveau du visage, puis le tronc, puis les membres, avec respectant le palmoplantaire et le cuir chevelé. Donc, les macules rouges ou bien rosées, beaucoup plus rosées, avec espace de poussin, c'est-à-dire morbilliforme. Euh, Bon, il n'y a pas d'atteinte du muqueuse. Rarement, il y a des purpura au niveau du voie du palais, c'est tout. Alors que la rougeole, il y a le signe de Koplik, qui est au niveau des taches bleuâtres, au niveau de la muqueuse gigale. Le traitement est toujours symptomatique. La prévention se fait par la vaccination. Bien chez la femme enceinte, on injecte les immunoglobulines en IM. Pour la vaccination, donc c'est la vaccination associée ROR, effectuée au 11e mois et le rappel 18 mois. Et merci.